Ce que je vais vous raconter, c'est un truc de fou, c'est une femme qui semait la mort tout autour d'elle sans le savoir, elle n'était pas au courant. Imaginez semer la maladie et la mort où vous alliez sans même vous en rendre compte, ou du moins sans le savoir au départ. On va donc plonger ensemble dans l'histoire complètement folle de cette femme qui portait quelque chose de très grave en elle et qui le répandait tout autour d'elle sans le savoir, ce qui entraînait la mort de tous ceux qu'elle côtoyait. Marie Typhoïde. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est la typhoïde? La fièvre typhoïde est une infection due à la bactérie Salmonella typhi. Cette maladie n'infecte que les humains et elle est très grave. Elle se transmet par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés par les selles d'une personne infectée. Ça se transmet caca en caca, voilà. Les premiers symptômes sont une fièvre élevée, des douleurs abdominales ainsi qu'une éruption rosée. Par la suite, il va y avoir des symptômes beaucoup plus graves. Ce serait pas drôle sinon. Coma, affection du système nerveux et problèmes cardiovasculaires et j'en passe. La maladie est souvent létale. On recense chaque année entre 11 et 21 millions de cas de fièvre typhoïde dans le monde. La convalescence peut durer plusieurs mois et le traitement est normalement à base d'antibiotiques. Sauf que notre histoire à nous, elle se passe il y a bien longtemps, quand tous ces médicaments n'étaient pas autant présents. Oui, parce que tout commence en 1906 à Long Island, où une épidémie de typhoïde frappe une famille bourgeoise dans une maison tranquille de vacances. Le père de famille, Charles-Henry Warren, un riche banquier, ne comprend pas du tout ce qui se passe. Il est consterné, il voit tout le monde tomber malade autour de lui, il comprend pas. 6 des 11 habitants de la maison sont malades, atteints de la fièvre typhoïde. Normalement, cette maladie, elle touche que les quartiers pauvres. Alors lui, ce riche banquier, il se dit, mais c'est pas normal. C'est pas nous qui devrions être malades, c'est les pauvres. Donc là, il comprend pas, il est consterné. Il va charger alors George A. Soper, qui est un éminent médecin et inspecteur sanitaire, de mener une enquête. Pourquoi tout le monde tombe malade dans sa baraque, alors qu'ils sont propres et blindés de fric? Normalement, c'est les prolos qui tombent malades, c'est pas eux. Mais la grande question, c'est pourquoi cette fièvre typhoïde est arrivée dans la maison de ce riche homme? Mary Mallon voit le jour le 23 septembre 1869 à Cooktown. C'est en Irlande du Nord. On ne sait quasiment rien des débuts de sa vie ni de sa jeunesse là-bas. En 1884, soit 15 ans plus tard, elle émigre aux États-Unis, où entre 1900 et 1907, elle décida de travailler comme cuisinière à New York. Et dans ce même temps, en 1900, à Mamaroneck, les membres d'une famille développent la fièvre typhoïde. Tous sans exception. Encore une fois, en 1901, une nouvelle famille la contracte. Là encore, tous les membres sans exception. Et en suivant, 7 des 8 membres d'une troisième famille se voient contaminés par la fièvre typhoïde. Mais alors quel est le point commun entre ces trois familles? Vous l'aurez compris. Eh bien Mary Mallon a été cuisinière pour chacune d'elles. Mais alors pourquoi elle n'est pas malade? Eh bien c'est ce qu'on va voir. Revenons en 1906. Le fameux médecin George A. Soper, qui a été embauché par le riche banquier Warren, commence à se mettre au travail. Il faut savoir que personne n'est plus qualifié que lui pour mener l'enquête. Le mec c'est un expert. C'est un brillant ingénieur sanitaire et un épidémiologiste américain de renom. Il est défini comme étant le guerrier des épidémies. Rien que ça. Le mec arrive en tractopelle sur les épidémies, il rase tout, c'est un malade. Mais bref, au départ, Soper pense avoir devant lui le schéma de contamination traditionnel et se concentre sur les conditions sanitaires. La fosse septique, le circuit des eaux usées, les produits laitiers, les fruits, les légumes, il va tout ratisser. Sauf que dès les premières analyses, quelque chose cloche. Il ne trouve aucune explication cohérente à la contamination de la maison d'Oyster Bay. Se met alors à suspecter qu'une personne porteuse de l'agent pathogène soit en réalité responsable de tout cela. Mais alors qui? Vous l'aurez peut-être deviné. C'est alors que Soper eut une révélation. La cuisinière dont lui parlait Warren, arrivée juste avant l'épidémie et repartie juste après. Qui est-elle? Il se demande. Il commence à la suspecter. Mais attendez, parce que l'histoire, elle va prendre un tournant complètement fou. Et là, on va lui dire qu'elle s'appelle Mary Mallon. Et que cette dame cuisinait pour tout le monde dans la maisonnette. Elle manipulait la nourriture, mais logiquement cuite à température, donc sans risque de propagation des germes. Seulement voilà, en consultant la liste des menus de la maisonnette, Soper réalise que cette cuisinière, Mary Mallon, a préparé des crèmes glacées. Crèmes glacées, évidemment, qu'on ne cuit pas. Qui cuit des glaces? Bon, personne. Donc là, il se dit, je suis peut-être sur une piste. Soper pense tenir la clé du mystère, cette fameuse crème glacée. Et là, il va demander à la famille si Mary semblait elle aussi malade. Et selon les témoins, pas du tout. Elle avait aucun signe de maladie. Elle avait quitté son poste en parfaite santé. C'est plutôt étrange. Comment elle pourrait répandre une maladie alors qu'elle-même n'est pas malade? Durant 4 mois de recherche, Soper réussit à remonter le fil de la vie de Mary et apprend qu'elle a travaillé pour 8 familles au cours des 10 dernières années. Et résultat des courses, 7 des 8 familles pour qui elle a travaillé ont été touchées par cette maladie. Et là, évidemment, il n'y a plus aucun doute pour l'enquêteur, il a désormais Mary dans le viseur et il va se lancer à ses trousses. Il doit vite la retrouver avant qu'elle contamine d'autres gens. Et c'est au bout de 4 mois de recherche que Soper va mettre la main sur Mary. Il la retrouve travaillant dans une belle demeure de Park Avenue. Là, il va la décrire comme étant une blonde aux
yeux bleus, un teint resplendissant de santé, une bouche et une mâchoire plutôt saillantes. Malheureusement, Marie venait de faire une nouvelle victime. L'enfant unique d'une petite famille venait de succomber à la typhoïde qu'elle lui avait probablement donnée. Et là, Super, il va expliquer à Marie la situation. Il va lui dire « Écoute, il y a quelque chose qui va pas avec toi. » Il lui dit qu'elle est très probablement dangereuse malgré elle et lui explique ce que c'est la typhoïde et qu'elle en est porteuse. Super, il est très réputé pour ses compétences, mais aussi pour son manque de tact et son franc-parler. Il lui demande des échantillons de sel, d'urine et de sang. Oui, comme ça, c'est-à-dire qu'il la voit la première fois de sa vie, il va lui demander son caca. Madame, faites prout dans ce pot, s'il vous plaît. Bon, enfin bref, c'est peut-être un peu limite comme première approche. Imaginez-vous, un étranger débarque et il vous sort un Tupperware et vous demande de chier dedans. Bon, ça marche pas. Peut-être on se dit bonjour avant, non, c'est... Bon. Sauf que Marie va refuser catégoriquement de collaborer, c'est-à-dire de chier dans une boîte. En même temps, on lui demande de donner son caca sans même dire bonjour. Bon bref, le ton va finir par monter et Marie finit même par le menacer avec une fourchette. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui vient te demander tes selles, t'as l'autre qui s'énerve avec une fourchette, voilà. On est vraiment dans un film. Comme vous l'aurez compris, ils vont pas réussir à se mettre d'accord et on fait appel en désespoir de cause au docteur Sarah Joséphine Barker. C'est une éminente médecin, elle aussi, dont le père est mort de la typhoïde et qui milite ardemment pour la santé publique et l'hygiène. Cette docteure de génie va être envoyée sur place pour convaincre Marie de donner ses échantillons. Mais ça ne va pas marcher, Marie va également refuser de donner sa crotte à ce docteur. Elle refuse de croire que c'est elle la cause de cette épidémie. Et Barker écrira par la suite au sujet de Marie, en refusant de nous faire confiance, Marie s'est réservé un destin tragique. Super là, il a vite compris que Marie en fait c'était une forte tête et que la coopération avec elle s'annonçait impossible. Il va donc demander au département de la santé de la ville d'arrêter Marie afin de réaliser des tests bactériologiques. C'est-à-dire que là, bon, il a essayé de le faire à l'amiable, mais ça marche pas. Il faut la faire arrêter par la police pour qu'on la force à faire des analyses. Elle se fait donc arrêter par les policiers et tente même de leur réchapper, sans toutefois réussir. Et là, le verdict il va tomber, les résultats sont sans appel. Marie est porteuse de la fièvre typhoïde. Mais pas seulement, elle est surtout la première porteuse saine de la fièvre typhoïde. C'est-à-dire qu'elle porte la maladie, mais sans la développer. Donc elle est là, elle se balade, elle la donne à tout le monde, mais elle est pas malade. Évidemment, la presse, elle s'empare de l'histoire parce que c'est un truc incroyable, et ils vont la surnommer Marie Typhoïde. Donc là, c'est bon, l'étiquette est collée. Maintenant, elle s'appelle Marie Typhoïde. Elle est cramée. L'entièreté du corps médical et les hautes autorités sanitaires comprennent à présent que Marie est un danger ambulant et que la laisser libre dans la nature serait criminel. Super, qui est un incroyable gentleman, va même la qualifier de tube à culture. Je veux dire, il n'y a plus de respect, quoi. Bon. Sauf que là, le temps presse et il faut trouver des solutions radicales. On propose de lui retirer la vésicule biliaire car ça résoudrait le problème. Parce que cette bactérie se loge dans la vésicule. Sauf qu'évidemment, Marie, elle va refuser. Et là, ils se demandent tous, qu'est-ce qu'on fait de Marie? Eh bien, on décide de la mettre en quarantaine pour 3 ans à Riverside Hospital, sur l'île North Brother, au large du Bronx, dans une petite maison à part, complètement isolée de la population mondiale. On est cette fois-ci en 1908. Marie en a marre d'être enfermée, pour elle c'est injuste. Elle met en procès la ville pour détention illégale. Mais la Cour suprême n'accepte pas sa remise en liberté par peur des futures propagations. Le risque il était beaucoup trop grand et l'opinion publique ne voulait plus voir Marie. Ils voulaient que Marie disparaisse de la planète Terre. C'est-à-dire que personne ne voulait la typhoïde, évidemment. C'est finalement en 1910 que Marie va être remise en liberté. Et ce grâce au nouveau chef du département de santé, Eugène H. Porter. Mais attention, à une seule condition, qu'elle change de métier, terminé d'être cuisinière. Fini les crèmes glacées, on arrête les agendas, c'est fini. Marie accepte la condition de Porter et fait promesse de ne plus cuisiner pour quiconque. Est-ce que vous sentez la douille arriver? Marie n'était pas fiable du tout. Vous avez totalement raison de douter de la sincérité de la pauvre Marie Typhoïde. Marie Typhoïde l'art. N'ayant pas d'autres compétences professionnelles que celle de cuisiner, Marie ne tient pas sa promesse et rebelote. Go contaminer tout le monde à la façon Kinder. Et elle va utiliser de nouvelles identités, comme par exemple Mademoiselle Brown ou Mademoiselle Breschoff. Et elle va se remettre comme ça à cuisiner de la bactérie pour tout le monde. Marie ne fait pas les choses à moitié et en 1915, on la retrouve dans une maternité. Elle avait connaissance de son problème et elle est allée travailler dans une maternité. C'est criminel. Dans un même temps, Edward Kredging, un médecin, a lui aussi des doutes sur une domestique. Il va contacter Super et il s'inquiète d'une épidémie de typhoïde qui touche désormais une vingtaine de personnes. Il a en sa possession une lettre écrite de la main de Marie. Il la montre à Super, peut-être la connaissait-il? Et là, évidemment, stupéfaction. C'est bel et bien l'écriture de Marie. Et là, va falloir remettre la main sur elle extrêmement rapidement. Elle diffuse sa merde partout. On finit par l'attraper et lorsqu'elle est mise de nouveau au pied du mur, elle va tout nier comme d'habitude. Elle est avec des œillères. Elle veut pas entendre parler de ça. Pour elle, elle a rien. Vous l'aurez compris, Marie n'est malheureusement pas une personne de confiance et on ne peut pas se permettre de la laisser en liberté. Et là, ils vont prendre une décision radicale pour en finir une bonne fois pour toutes. Les autorités décident finalement d'enfermer Marie sur l'île de North Brother jusqu'à la fin
fin de ses jours. Marie mènera le restant de sa vie jusqu'à sa mort le 11 novembre 1938 où elle décédera d'un AVC. Elle aura donc passé près d'un quart de siècle en quarantaine sans jamais admettre qu'elle était porteuse du pathogène responsable de la fièvre typhoïde. Ses journées étaient faites de lectures et de tests en laboratoire. Sur les 2 grosses épidémies de son vivant, on lui attribue au moins 50 contaminations dont 3 décès. De nombreux autres cas sont probablement restés inconnus. Plusieurs autres cas de porteurs sains de la maladie seront découverts par la suite, mais aucun d'entre eux n'auront subi une quarantaine aussi longue. A très bientôt sur la chaîne Toonie. Pensez à liker, à vous abonner comme d'habitude. Je vous embrasse. Au revoir.